Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Mariama Djilo Baldé. Elle est lauréate du mois de l'histoire des Noirs. C'est une femme passionnante, passionnée. Mariama, bonjour. Bonjour Carole. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Femmes et Pouvoir. Merci à toi de m'avoir invitée. Tu fais tellement de choses, il y a tellement de compétences, de qualités qu'on pourrait t'apporter. Alors, je vais dire l'essentiel et bien évidemment, on va continuer au cours de cet entretien. Mais on dit de toi que tu es une femme optimiste, tu es une femme engagée sur toutes les questions d'éducation, sur la place des femmes en milieu professionnel. Tu es aussi dans le milieu de la mode, tu es mannequin, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Tu es auteur parce que tu es en train d'écrire ton premier ouvrage qui va sortir prochainement, qui parle de l'introspection, comment est-ce que chacun peut s'approprier à travers les outils que tu présenteras dans ce livre pour découvrir son soi ou son moi intérieur, pour se retrouver avec son âme d'enfance. Donc voilà. Et à côté de ça, tu as une formation en psychosocial, tu es très engagée sur toutes les questions liées à notre communauté, la communauté africaine de Montréal. Tu as été Miss en 2014, Miss Afrique Montréal. Bon, on va s'arrêter là parce que parce qu'il resterait encore beaucoup de choses à dire, mais que signifie pour toi le mot pouvoir, Mariama? Pouvoir, c'est synonyme pour moi de la capacité qu'on a de créer, d'innover, de partir d'un concept très simple pour engager une communauté de personnes. Je donnerai l'exemple suivant. Lorsque je suis sur scène et que je conte une histoire, le public qui est là, à qui tu fais chanter une mélodie en langue, ils ne comprennent pas. Mais à ce moment-là, tu exerces un pouvoir sur eux, sauf que c'est un pouvoir positif, parce que tu les transmets une connaissance à travers une langue étrangère. Et ils ressortent de là avec un autre pouvoir, eux aussi, de transmettre autre chose qu'ils auraient appris en écoutant cette histoire. Comment ce pouvoir se transmet-il sur ton environnement personnel et professionnel? Est-ce que ça se fait de la même façon? Mon travail en général consiste, en tant qu'intervenante psychosociale, écouter les gens. Et mon travail en tant qu'artiste consiste à créer. Et dans les deux cas, le pouvoir s'exerce un peu de la même façon, parce que qui écoute sous-entend quelqu'un qui reçoit. Et qui reçoit sous-entend quelqu'un qui a cette capacité de prendre les éléments qu'on reçoit pour créer d'autres outils et en fait d'accompagner d'autres personnes. Donc le pouvoir, il est là à tout moment, tout le temps, parce qu'on crée à chaque fois, qu'on parle à chaque fois, qu'on dit quelque chose. Et à chaque fois, en fait, je dirais limite qu'on se réveille et qu'on regarde un élément, c'est une forme de création à l'intérieur de la personne qu'on est. Ça a une dimension très, très spirituelle en fait. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Qu'est-ce que toi tu as sacrifié, Mariama? Ah, la fameuse question du sacrifice. Je crois surtout en fait au mot investissement. Parce que sacrifier sous-entend qu'on a dû laisser quelque chose pour autre chose. Prenons cette image d'un homme qui passe ses journées à labourer un champ, à planter, ainsi de suite, et d'autres personnes qui à côté sont à la plage en vacances ou en train de faire d'autres choses. Cet homme, on va lui dire, tu es en train de sacrifier ton temps, tu es en train de sacrifier ta jeunesse, ainsi de suite. Peut-être que demain, lorsqu'il va récolter et que ce sont des bonnes récoltes, c'est tout un village en fait qui va profiter de ça. Est-ce qu'il aura sacrifié réellement son temps, sa jeunesse, ainsi de suite, ou est-ce qu'il aura investi pour que d'autres personnes puissent à leur tour peut-être avoir à sacrifier d'autres choses parce que l'investissement est là et a eu un résultat favorable pour tous. On ne naît pas puissante, on le devient. Qu'est-ce que cette phrase t'inspire? On ne naît pas puissante, on le devient. Je te dirais qu'on est tous avec des dons naturels et ça peut prendre toute une vie pour se poser la bonne question de se dire qu'est-ce que j'ai de différent, mais surtout qu'est-ce que j'ai que je peux apporter à cette communauté de personnes pour qu'ensemble nous puissions grandir. Mais dans toute chose,
il y a la constance, il y a le travail, il y a la persévérance. Un artiste, par exemple, avant qu'il soit assez bon pour monter sur scène et faire la meilleure des prestations, c'est des heures de travail, c'est des nuits de sommeil qu'il doit laisser de côté parce qu'il est en train de créer quelque chose qui va potentiellement être accueilli de façon favorable ou défavorable auprès du public. Est-ce que tu as l'occasion de partager ce genre de réflexion avec d'autres femmes ou d'autres jeunes femmes dans ton environnement personnel et professionnel? Oui, parce que je trouve que c'est des messages qui sont extrêmement forts quand même. C'est sûr que quand tu fais des ateliers, c'est toujours intéressant, suggéré d'aller avec la participation externe. C'est sûr que si tu fais un atelier de co-développement ou un atelier même de créativité et que tu viens et que tu demandes aux femmes, ça c'est le pouvoir, voilà comment il est, ainsi de suite, tu deviens un peu comme une donneuse de leçons. Je donnerai un exemple. Chaque année, j'organise un atelier qui s'appelle « Danse-moi ton rêve ». Et dans cet atelier, les femmes viennent, elles sont à mesure d'écrire leur rêve sur un morceau de papier et ensuite de le danser devant toutes les autres femmes. Wow. Et quand elles dansent ce rêve-là, cette scène est un peu comme imposée à leur manière ce que c'est le pouvoir, parce qu'elles ont le pouvoir à ce moment-là d'exister, de dire « ça c'est mon rêve ». J'y crois et je vous communique l'essentiel sans nécessairement que vous ayez à me juger pour dire ceci n'est pas cela, ceci, ainsi de suite. C'est une forme de pouvoir qu'elles exercent. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est moi qui leur ai dit ce qu'était le pouvoir? Mon rôle de créatrice aura juste été, j'ai planté le décor et je leur ai donné cette possibilité de s'exprimer à leur tour. J'aime beaucoup. Est-ce que vous pensez que la société en elle-même a une responsabilité dans l'accompagnement de toutes les personnes, ou en tout cas des populations dites un peu plus vulnérables, pour trouver leur place dans cette société? Définitivement. Et je pense d'autant plus qu'en 2020, il faut utiliser des concepts beaucoup plus innovateurs, notamment l'art, mettre en avant l'action artistique comme pratique, que ce soit auprès des intervenants du milieu, auprès des éducateurs, auprès même de ces organisations, et réfléchir la question, réfléchir les enjeux, mais avec les personnes qui sont touchées par ces enjeux-là, parce que beaucoup de programmes existent. Mais quand tu mets en place un programme pour accompagner une famille qui vit en contexte de vulnérabilité alors que tu n'es jamais allé dans ce quartier défavorable, ou tout simplement tu n'as jamais pris la peine en mettant en place ton programme d'intervention de ne pas écouter cette famille, à ce moment-là, le programme il n'a pas des effets désirés. Le gouvernement, les organisations ont ce travail, pas uniquement d'aller sur place faire des sondages, mais d'impliquer ces personnes qui reçoivent le service dans le processus de création et la mise en place des plateformes qui vont être disponibles pour eux. Que pensez-vous de l'instauration des quotas? C'est cette question où tu te dis, tu vas répondre, mais ceux qui vont m'écouter, ce que je dirais en fait, je suis un peu neutre, dans le sens où, dans une société où tu as des gens qui ne sont pas nécessairement qui ne veulent pas travailler ou qui n'ont pas des compétences, peut-être qu'il faut revoir le pourquoi ces personnes n'ont pas ce désir de continuer à se former. Peut-être qu'il faut renforcer les compétences d'autres personnes qui ne sont pas dans ces domaines-là et qui peut-être veulent réellement le faire. Parce qu'ouvrir à un certain nombre d'immigrants qui viennent, ces gens-là viennent avec leur histoire, ils viennent avec leur bagage. Ça revient à faire un autre travail. Cela dit, si les organisations sur place sont en mesure de mettre des initiatives localement afin de préparer ces futurs immigrants, à ce moment-là, je serai en mesure de dire que je suis tout à fait favorable pour ce principe de quota. Quelle est votre phrase ou votre devise ou votre citation qui vous inspire le plus ou qui illustre le plus votre personnalité ou vos engagements? Si je me fie à tout ce que tu as cité autour de la création, créativité et autres, ça sous-entend qu'il y a une citation pour chaque. Mais au niveau, je t'en donnerai deux, si je peux me permettre. Celle au niveau de l'art, c'est celle de Amadou Hampâté-Bâ, qui est ce grand philosophe africain qui dit « Le conte est un miroir où chacun peut voir sa propre image ». On pourrait remplacer le conte par l'art et ce miroir-là. Et l'autre citation qui illustre
un peu tout ce que je fais, ça serait celle de Oscar Wilde qui dit soyez vous-même parce que les autres personnalités sont prises. Ça, c'est ma citation préférée. Maintenant, c'est notre citation. Mais tu vois, cette citation, elle devrait être la citation préférée de tous parce que soyez vous-même. C'est quoi être soi-même? Quelles sont les valeurs qui sont propres à nous? Qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais? Quels sont mes dons naturels? C'est toutes ces questions-là, en fait, qu'on peut retrouver sur une même citation. Donc, finalement, j'espère qu'à la fin de cette émission, toutes les personnes diront que c'est leur citation préférée. Sur ces bons mots, on va marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau de Femmes et Pouvoir avec Mariana Djello-Baldé, où nous parlions de la place des femmes dans les instants de pouvoir, l'engagement, le rôle aussi, de transmission, de création. Comment est-ce qu'on peut inventer de nouveaux modèles pour contribuer à ce que les choses changent, mais aussi que chaque personne trouve sa place. Donc, nous nous sommes appropriés notre citation commune. De Oscar Wilde, définitivement. C'est ça. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Quand j'entends cette question, l'artiste va répondre. Hein. OK. Pas l'intervenante. C'est comme si tu me demandais de choisir entre mon père et ma mère. OK. D'accord, donc l'un ne va pas sans l'autre. Définitivement. C'est sûr que ma mère, peut-être, elle nous a éduqués. Elle a réussi à renforcer beaucoup d'autres choses parce que le père, dans mon cas à moi, travaillait pour ramener à la maison. Mais ce que je veux dire dans le sens que le père et la mère sont comme une paire de chaussures. Imagine un enfant qui marche avec une seule paire de chaussures et qui ne porte pas l'autre. C'est potentiellement un enfant qui peut se blesser, qui peut se faire mal, qui peut recevoir des attaques, qui peut être stigmatisé, discriminé. C'est un peu de cette façon qu'une femme qui veut à ce moment-là exercer le pouvoir, qui n'a pas pris en considération toute cette autre base, toute cette autre paire de chaussures, elle va toujours boiter de la même façon en fait qu'un homme qui à ce moment-là, il aura porté une seule paire de chaussures. L'un ne va pas sans l'autre. Ne va pas sans l'autre. Comment s'exerce le pouvoir ou la capacité à créer, à innover dans le pouvoir pour toi, dans ton environnement personnel et professionnel? Je disais tout à l'heure que dans chaque chose, quand on crée un concept, il est extrêmement pertinent et important d'impliquer la personne qui reçoit le concept. Je vais donner un exemple. Un jour, il y a un père qui est venu dans mon bureau et qui m'a dit qu'il devait ramener ses petites filles en Guinée pour les exciser. Parce que ce père-là ne savait pas, ne connaît pas nécessairement les conséquences de l'excision. Qui suis-je pour commencer à lui dire tout ce qu'il a déjà lu, tout ce qu'il a écouté à la télé, mais qu'il ne connaît pas? Parce que même s'il a lu, on lui a dit les conséquences, ceci, cela, peut-être qu'il ne croit pas. C'est ancré dans la tradition. Mais ce père m'a toujours dit que sa petite fille adore les fleurs. À chaque fois qu'il quitte du centre et retourne à la maison, il lui achète des fleurs. Et ce jour-là, je lui ai dit, donnez-moi un instant, je suis allée chercher une fleur que j'avais dans mon bureau avec une paire de ciseaux. Et j'ai coupé la fleur devant lui. Et il était très ému parce qu'il m'a dit, pourquoi vous coupez cette fleur? Ça ne se coupe pas les fleurs. Et je lui ai fait comprendre, c'est exactement ce qu'on fait aux petites filles. Si les fleurs ne se coupent pas, pourquoi devrions-nous couper une petite fille? À ce moment-là, j'ai exercé une forme de pouvoir sur lui. Mais le véritable pouvoir, c'est sa décision à lui d'exciser ou pas sa petite fille. Donc on peut mettre en place un système, on peut imposer, on peut créer un concept, mais donner le pouvoir à l'autre. Parce que moi, je n'aurais pas eu le pouvoir... la connaissance. Exactement. Moi, je n'aurais pas eu le pouvoir de décider est-ce que sa petite fille allait subir l'excision ou pas. Mais à travers l'art, à travers ce don naturel de partager une connaissance sur un concept aussi simple qu'une fleur, bah, ce père, finalement, il n'est pas allé exciser sa petite fille. Il a compris. Je l'espère. Mariana, vous êtes dans beaucoup de... Tout à l'heure, l'exemple que vous venez de donner prouve aussi la capacité d'écoute, la capacité de vouloir accompagner les autres, à toujours prendre
le pas et la décision sur leur propre vie. Donc, ce n'est pas imposé. Vous avez été Miss Afrique pour Montréal, c'était en 2014, je crois. On dit souvent que vous alliez beauté, élégance dans un environnement où vous pouvez aussi être confronté à de vraies difficultés. Est-ce que votre apparence physique a été un handicap ou ça a été une force pour vous? Cette question, on revient avec cette question. Parce que c'est difficile de ne pas penser à ça quand on vous regarde. Très pertinente. Je vais la répondre à 2 niveaux, si tu permets. Okay. Mais avant, juste une toute petite précision, j'ai été première dauphine. Ok, très bien. Mais éventuellement, c'est considéré aussi comme une Miss parce que toutes ces candidates qui participent en général à une compétition sont des Miss. Absolument. Le premier niveau de réponse serait le fait qu'une femme qui dit qu'une autre est belle, c'est parce qu'elle l'est avant tout. Il faut en être une pour en reconnaître une autre. Donc, je te retourne le compliment sur ton beau plateau. Merci. La deuxième, le niveau de réponse, ça serait de te dire, en fait, c'est pas une force en tant que telle. Hein. C'est pas non plus une faiblesse. Parce que quand tu te présentes dans un concours de Miss, elles sont toutes belles. Bien sûr. Mais surtout, elles ont toutes un talent. En ce qui a trait au concours de Miss Afrique, on était à peu près une vingtaine de candidates. J'étais surtout pas la plus belle. Mais encore moins la plus talentueuse. Mais la question à ce moment-là, tu ne te demandes pas, est-ce que je vais utiliser ma beauté pour remporter ce concours? Là où les gens sont extraordinaires, elles ont des talents, elles chantent, etc. Tu te poses la question, qu'est-ce que moi, je peux apporter de plus pour que ces filles qui participent au concours réalisent que leur talent est un véritable potentiel autre qu'un participant dans ce concours? Et là, on revient avec le pouvoir. C'est cette capacité de comprendre que tu peux t'élever sans éteindre les autres personnes. Est-ce que tu as un coup de gueule ou un coup de cœur? Quelque chose qui t'énerve vraiment dans la société ou quelque chose qui te touche vraiment? J'allais te dire se réveiller chaque matin, c'est pas vrai. Écoute, ça peut l'être. Le fait qu'en 2020, alors oui, c'est vraiment un coup de gueule, le fait de se dire qu'en 2020 encore, on parle d'excision, oui. Mais que dans certains pays, c'est dans les hôpitaux qu'on excise les petites filles. Ouais. Ça, c'est un véritable coup de gueule. Parce qu'on n'a plus besoin d'expliquer ce que c'est, quelles sont les conséquences, que ce soit au niveau physique, psychologique, émotionnel et autres. Et ces mêmes médecins qui continuent à le pratiquer, à ce moment-là, il faut véritablement se poser la question. Et ça, c'est un coup de gueule. Absolument. Et ton coup de cœur? Mon coup de cœur. Mon coup de cœur. C'est l'enfant derrière le miroir. C'est le titre de ton prochain livre. C'est aussi le titre de mon livre. Et je dirais que dans le cœur de chaque adulte, il y a un enfant qui pleure. Qui est cet enfant? Pourquoi pleure-t-il? Aller à la découverte, se réconcilier avec cet enfant, vous permet en fait de vous réapproprier réellement vos dons naturels, vous permet, vous, enfin, de savoir qu'est-ce que vous pouvez apporter dans une société où plusieurs choses se font pour que les choses avancent encore plus vite. C'est de cet enfant à chacun de nous. Si vous avez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Par donner un crayon à tous ces enfants qui utilisent les armes ou qui utilisent d'autres choses pour survivre ou apporter peut-être la paix dans leur foyer. À leur dire qu'avec cet outil, instrument, crayon, au cas où c'est la prochaine question que tu vas me poser, ils peuvent faire encore plus. Ils peuvent écrire, ils peuvent dessiner, ils peuvent faire sourire quelqu'un. En autre terme, ça serait d'éduquer et changer les mentalités. Parce que par le changement des mentalités, on est capable d'avoir une société beaucoup plus inclusive, une société où le vivre ensemble, ce n'est plus un simple terme. Si tu étais un animal, lequel serais-tu et pourquoi? Un caméléon. Ah. Alors là, je ne réfléchis même pas. Ah bon, et pourquoi? Un caméléon. Amadou en Pateva. Moi, j'aurais pensé que tu aurais dit une gazelle, une biche. Un caméléon. Un caméléon parce que
c'est le seul à savoir ce qu'il veut réellement dans la vie. On ne croirait pas ça et qui s'adapte à première tous vue les, et qui s'adapte, mais qui a cette capacité de s'adapter tout en restant authentique. Parce que si un caméléon vient ici, il va prendre ce vert. Il ne va pas être bleu et vert et rouge. C'est-à-dire qu'il vient, oui, avec sa personnalité, mais avant tout, il s'adapte. Et plus on se rapproche, à ce moment-là, on est en mesure de voir qu'il a des yeux différents de ce vert complet qu'on voit. Je serais un caméléon. Caméléon haïtien, latino. En préparant cette rencontre, on t'a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui pour toi symbolise le pouvoir et la féminité. Est-ce que tu as apporté quelque chose? Oui. Tiens, mais je pense que je l'ai égaré, mais si tu permets, je vais t'emprunter parce que j'ai apporté un crayon. Je pense que juste que je l'ai égaré. Alors, le crayon, à première vue, beaucoup de personnes peuvent l'interpréter sur beaucoup de choses. Mais dans le cadre de cette entrevue, on parle de pouvoir. Oui. Pour tenir un crayon, il faut une posture. C'est tout un art. Il faut une certaine éloquence, une certaine élégance. Les enfants à qui on apprend à tenir un crayon avec une certaine posture, plus tard, ils sont en mesure d'écrire avec plus de fluidité, avec plus de clarté, un peu comme dans la vie. Quand on prend le temps d'apprendre quelque chose, quand on prend le temps de transcrire quelque chose, plus tard, ces mêmes choses sont distribuées. Ce sont des canaux où plusieurs autres personnes peuvent l'utiliser pour s'inspirer et aller encore plus de l'avant. Parfait. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Mariana Djilo-Baldé », qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je lui donnerais ce crayon et je lui dirais, dans Mariana Baldé, prends les mots qui t'inspirent le plus, que ce soit le M, que ce soit le A, que ce soit le B, et trouve des adjectifs que tu penses que tu as. Mais surtout, je lui dirais, regarde autour de toi, choisis les personnes qui t'inspirent le plus et pose-toi la question, qu'est-ce que ces personnes-là ont et comment moi je pourrais les utiliser pour être la meilleure version de moi-même. Parce que personne ne peut regarder une personne à la télé et dire réellement, je voudrais être exactement comme cette personne. Peut-être que la petite fille qui me regarde, son art, c'est chanter, c'est présenter une émission comme tu es en train de le faire, et non de conter une histoire. Peut-être qu'elle, elle est plus philosophe que créatrice, oui. Peut-être que ainsi de suite. Mais à ce moment-là, qui suis-je moi pour lui dire, sois exactement comme moi? Je peux lui donner l'espace et lui donner la possibilité, elle, de s'exprimer. Tu es une femme de pouvoir, Mariana. Merci. Pour conclure cette entrevue, quel pourrait être ton super pouvoir? Créer. Créer. C'est un don et aujourd'hui c'est un don qui prend vie grâce à toutes ces personnes au fond que je rencontre qui réellement ce sont ces personnes-là qui m'inspirent, mon environnement, ma famille, mais plus précisément ma mère qui est d'ailleurs le cœur de mon livre et c'est avec ça que je voudrais clôturer. C'est créer. Très bien. Merci beaucoup Mariana, c'est passé trop vite, je n'ai pas vu le temps passer et j'espère te revoir prochainement dès que ton livre sera sorti, que tu viennes nous en parler beaucoup plus. Merci à toi Carole, je ne sais pas si ça sera coupé ou pas, du moins je ne l'espère pas. Merci pour ce que tu fais. Avant que tu n'arrives à Montréal, il n'y avait pas ce genre d'émission et je pense que c'est important de le souligner et de féliciter parce qu'une émission comme Femmes de pouvoir donne la possibilité aux femmes que nous sommes, aux jeunes femmes, à la jeune femme que je suis, mais surtout à toutes ces femmes que tu as interviewées, enfin de comprendre et de réaliser qu'elles font quelque chose, mais que les outils qu'elles sont en train de mettre en place, parfois elles pensent que ce n'est pas des actions qui ont un effet considérable auprès des communautés. Après cette entrevue, quand on regarde, on est fiers et on dit réellement « Waouh, j'ai un pouvoir et je l'exerce à ma façon ». Donc, je te remercie. Merci beaucoup. Ça me touche. Merci. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Et là, pour le coup, tu es vraiment dans ma cible. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, mais aussi sur notre chaîne femmesetpouvoir.tv et sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Merci.